La corruption, un sujet aussi vieux que le pouvoir, on dirait. Mais aujourd'hui, on va aller voir plus loin que les clichés. On va essayer de comprendre ce qui se passe, dans la tête des gens et aussi au cœur des systèmes qui rendent tout ça possible. Pour commencer, on va se poser une question centrale en fait. C'est facile de se dire que la corruption, c'est juste l'histoire de quelques mauvaises personnes, quelques brebis galeuses. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? On va voir que la réalité, elle est beaucoup plus nuancée. Au fond, la vraie question, ce n'est peut-être pas de savoir qui est corrompu, mais plutôt de se demander ce qui corrompt. Alors, pour qu'on soit bien d'accord sur de quoi on parle, on peut définir la corruption comme ça. C'est la mise en acte sociale d'une cupidité qui n'est pas assez régulée. Et le mot-clé ici, c'est vraiment réguler, parce que ça change tout. D'un coup, on n'est plus juste dans une histoire de morale, de bien ou de mal. Non, ça déplace le débat vers la psychologie, la dynamique de groupe, et même la façon dont nos institutions sont construites. Ok, donc pour vraiment piger le truc, il faut d'abord s'intéresser à l'individu. On va faire une sorte de zoom avant, si on veut. La source sur laquelle on s'appuie propose une typologie assez fascinante, qui décompose la corruption en 5 grands profils psychologiques. C'est parti. Le premier profil, c'est ce qu'on appelle le narcissique compensatoire. Alors pour cette personne, la corruption, ce n'est pas tant une histoire de s'en mettre plein les poches, c'est avant tout une affaire d'ego. L'acte de corruption, c'est un peu comme une béquille pour une estime de soi qui est en fait assez fragile. C'est une façon de se prouver à soi-même qu'on vaut quelque chose. En gros, sa motivation profonde, c'est de se sentir supérieur. Dans sa tête, c'est un peu « les règles, c'est pour les autres, pas pour moi, je suis exceptionnel ». L'acte illégal est donc complètement justifié. Et l'argent ou le pouvoir obtenu, ce n'est pas vraiment le but final. Non, c'est la preuve tangible de sa supériorité. Allez, on passe au deuxième profil. Et là, attention, on monte d'un cran dans l'inquiétant. C'est l'antisocial instrumental. Contrairement au narcissique qui, au fond, cherche à se rassurer, lui, il n'a besoin de rien de tout ça. Il est dans une logique purement froide, calculatrice, une logique d'exploitation. Pour cette personne, les autres ne sont pas des êtres humains. Ce sont des pions, des outils, des objets qu'on utilise pour arriver à ses fins. Point. Il n'y a aucun conflit moral, aucune culpabilité. La loi, c'est juste un obstacle de plus sur le chemin, un paramètre à prendre en compte pour mieux le contourner. Et c'est vraiment ce type de personnalité qui est le plus dangereux pour un système tout entier. Alors là, on change complètement de registre. Le troisième profil, c'est l'anxieux adaptatif. Et ici, la corruption ne vient pas d'une volonté de nuire ou d'un calcul froid, pas du tout. Elle vient de la peur et de l'envie, ou plutôt du besoin de se conformer. En fait, cette personne, elle a l'impression de ne pas avoir le choix. Elle se sent obligée de faire comme les autres, sinon elle risque d'être mise de côté, rejetée du groupe. La corruption, pour elle, c'est presque un mal nécessaire pour survivre ou pour être acceptée dans un milieu où c'est comme ça que ça marche. C'est vraiment l'exemple parfait de la pression du groupe qui peut écraser la morale de quelqu'un. Et on arrive maintenant au quatrième profil. C'est peut-être le plus commun, et franchement c'est celui qui nous met le plus mal à l'aise, qui nous interroge tous, l'opportuniste situationnel. On parle ici de quelqu'un d'ordinaire, sans problème psychologique particulier, mais qui, un jour, se retrouve face à l'occasion qui ne se représentera peut-être jamais. Ce qui est clé ici, c'est que cette personne ne se voit pas du tout comme corrompue. Souvent, c'est un acte isolé, unique. Et ça crée un énorme conflit intérieur, ce qu'on appelle la dissonance cognitive. D'un côté, il y a ses valeurs, je suis quelqu'un d'honnête, et de l'autre, son acte, j'ai franchi la ligne. Du coup, elle va dépenser une énergie folle à se trouver des excuses, à rationaliser son geste, pour se convaincre que c'était exceptionnel, que c'était justifié. Le cinquième et dernier profil, il est passionnant parce qu'il est moralement très complexe. C'est l'idéologue rationalisé. Là, on a affaire à quelqu'un de corrompu, mais qui est persuadé, mais alors absolument persuadé d'agir pour une cause juste, une cause qui le dépasse. C'est une sacrée gymnastique mentale, en fait. L'acte est illégal, c'est un fait. Mais dans son esprit, il est reclassifié. Il devient moralement juste parce qu'il sert son parti politique, sa religion, une révolution, bref, une grande cause. Cette personne ne se perçoit absolument pas comme un voleur. Non, pour elle, c'est une militante, une personne dévouée à sa cause. Bon, ce tableau, il nous permet de tout remettre à plat. On voit bien nos 5 profils et comment ils se comparent. Regardez par exemple les colonnes culpabilité et empathie. Ce sont un peu nos freins intérieurs, non ? On voit que chez l'antisocial, ils sont quasi inexistants. À l'inverse, chez l'anxieux ou l'opportuniste, ils sont bien présents. Et c'est super important pour comprendre le risque systémique, la dernière colonne. Un antisocial peut pourrir toute une organisation, alors qu'un opportuniste, son acte va souvent rester isolé. C'est une différence énorme. Voilà, on a fait notre zoom avant sur les individus. Mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui se passe quand le problème n'est plus juste une affaire de psychologie personnelle, mais qui devient structurel? C'est le moment de faire un zoom arrière et de regarder comment les systèmes eux-mêmes peuvent encourager la cupidité.
Et cette comparaison, elle est vraiment parlante. D'un côté, on a la cupidité de l'individu, qui vient d'une faille, d'un manque personnel. De l'autre, on a ce que la source appelle la cupidité civilisationnelle. Et ça, c'est autre chose. Ça apparaît quand tout un système, une économie, une culture d'entreprise, se met à valoriser l'accumulation pour l'accumulation, sans aucune limite. À ce moment-là, la responsabilité est diluée, elle est partout et nulle part. Et être cupide, ce n'est plus un défaut, ça devient la norme, la preuve qu'on est performant. Et c'est là que tout se connecte. C'est le point crucial de l'analyse. Qu'est-ce qui se passe quand on met les profils psychologiques qu'on vient de voir à l'intérieur de ces systèmes qui poussent à la cupidité ? Eh bien c'est là, à la rencontre de l'individu et du collectif, que se trouve le vrai, le plus grand danger. La source sur laquelle on se base identifie un mélange, un cocktail vraiment explosif, une configuration qui rend la corruption quasiment incontrôlable. C'est quand des individus narcissiques évoluent au sein d'institutions cupides. Voilà la recette du désastre, c'est la combinaison la plus toxique possible. Imaginez, une personne qui a désespérément besoin de se sentir supérieure, placée dans un système qui non seulement le permet, mais le récompense. L'un nourrit l'autre. Le système dit au narcissique « Bravo, tu as raison, tu mérites tout », et le narcissique en retour pousse le système encore plus loin dans sa logique. C'est une véritable boucle infernale, une spirale destructrice. Bon, face à tout ça, on fait quoi ? Si on part du principe que la cupidité fera toujours partie de l'équation humaine, comment on fait pour la gérer ? L'idée ici n'est pas d'essayer de l'éliminer, ce serait naïf et impossible. Non, l'idée c'est de se concentrer sur un concept absolument central, celui de la limite. Et cette dernière phrase résume parfaitement toute la réflexion. L'énergie qui nourrit la cupidité, cette pulsion d'expansion, c'est exactement la même qui peut nourrir l'ambition, l'innovation, la création. Tout est une question de cadre. Le vrai défi pour nos sociétés, mais aussi pour nous à notre petite échelle, c'est de réussir à construire ces limites. Des limites à la fois dans nos institutions et dans nos têtes. Des garde-fous qui permettent de transformer cette énergie brute en quelque chose de créatif, plutôt qu'en prédation pure. La question qui reste ouverte finalement, c'est celle-ci. Quelles sont les limites que nous, collectivement, choisissons de mettre en place ? Merci d'avoir suivi cette exploration avec nous.